Vous venez de publier chez Très Daniel Naturopathie quantique. Quand et comment avez-vous découvert que le monde n'était pas uniquement composé de ce qu'on peut percevoir par nos cinq sens? Très jeune. Sauf que je l'ai compris beaucoup plus tard. Et j'ai commencé là à avoir des perceptions. Et ça a toujours été de manière très naturelle pour moi. Et il y a eu cet événement que je raconte dans le livre à Montréal, où bah, là tout s'est ouvert. Je suis quelqu'un de scientifique, donc j'ai eu ma preuve scientifique qui m'a permis de comprendre que j'avais jamais été fou, que j'avais toujours eu une certaine sensibilité, que le monde n'était pas uniquement perçu par nos cinq sens, que nos cinq sens étaient très limités. Et c'est à partir de ce moment-là où mon esprit scientifique a voulu se questionner pour aller voir et comprendre ce que la science pouvait dire de tous ces phénomènes. Alors justement, puisqu'on rentre dans la science, quantique et entropie sont liés. Alors, vous dites dans votre ouvrage, l'entropie, c'est la base de la vie. Et vous écrivez, c'est difficile, l'entropie, c'est difficile à définir, mais simple à comprendre. Alors, j'aimerais que simplement vous nous expliquiez ce qu'est l'entropie. Alors, oui, effectivement, là on est. Alors, j'ai que 2 minutes, c'est ça? Eh, vous êtes gentil là. En fait, on peut résumer l'entropie de manière assez simple. On va garder ce terme-là en le mettant dans une forme de boîte, ok? Parce il est difficile à définir. Mais par contre, ce qu'on comprend, c'est que l'entropie, c'est quelque chose qui se prend, quelque chose qui se donne. Et en fait, quand on prend de l'entropie, c'est-à-dire quand on absorbe cette entropie, eh bien, on va accumuler de l'information et on va se déstructurer. En gros, c'est l'histoire de la chambre. Hein. Quand la chambre est en bordel, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur, donc il y a trop d'entropie qui a été absorbée. Quand la chambre elle est bien rangée, c'est-à-dire que quand on se met à ranger la chambre, eh bien là on va rejeter de l'entropie, on va rejeter de l'information, on va structurer et organiser les choses. Et en fait, la vie au complet est faite de ces moments de structuration et de déstructuration. La Terre en elle-même ne fait que ça. Là, on monte, on absorbe beaucoup trop d'entropie en ce moment et on voit que eh bien, tout se déstructure au niveau de la planète. On a de moins en moins d'espèces, etc., etc. Et en fait, la vie en elle-même, elle ne fait que ça. Elle ne fait que se structurer et se déstructurer. Elle prend de l'info et elle en enlève. Très bien. Alors, ma deuxième question, c'est sur la matière. De quoi est composée la matière? La matière est principalement composée de vide. C'est-à-dire, moi, l'image que je donne toujours, c'est si on prend sa main, qu'on zoome, qu'on zoome, qu'on zoome, qu'on zoome, qu'on zoome, qu'on zoome, bah, à un moment, on va avoir des petites particules qui flottent. Et entre ces particules, eh bien, il y a du vide. Et en fait, la matière, pendant très longtemps, c'est quelque chose qui a été immuable. Et maintenant, on sait que la matière est composée en grande partie de vide, et donc dans lequel flottent des particules qui ont des propriétés particulières, qui sont à la fois matière, hein, une petite balle, une petite bille, mais aussi une onde. C'est pas l'un ou l'autre. Donc à partir du moment où on sait que la matière, elle est dans l'infiniment petit du vide, ce vide est chargé d'informations, et qu'elle est à la fois onde et particule, eh bien on se retrouve avec tous les potentiels finalement présents dans la matière. Vous écrivez l'eau est morphogénique. Alors, est-ce que cette définition est en relation avec les expériences de cristaux d'eau de Masaru Emoto? Et Alors non. j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus parce que ces expériences sont assez passionnantes. Alors les expériences de Emoto sont pas vraiment scientifiques. Donc, elles sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent de voir que l'eau réagit, que l'eau a certaines propriétés. Mais par contre, on peut difficilement se baser sur ça par rapport pour avoir une véritable démarche scientifique liée à l'eau. Par contre, bah, ça nous dit bah, que l'eau réagit à les émotions, que l'eau se structure de manière différente, que l'eau est comme un disque dur qui prend de l'information, qui en rejette et qui va réagir à tout ça. Donc l'eau a un pouvoir qui a été démontré par Benveniste, par Montagnier, par Marc-Henri, etc. Donc, un pouvoir assez fascinant. On utilise beaucoup en naturopathie quantique. Et l'eau morphogénique, c'est le quatrième état de l'eau qu'a établi le professeur Marc-Henri. C'est une eau qui est présente dans tout sous une forme qui n'est pas liquide, pas gazeuse, pas matière.
C'est-à-dire que les molécules d'eau se retrouvent dans tout ce qui est à l'image d'un château de sable. Si vous faites un château de sable avec du sable bien sec, vous allez vous rendre compte qu'il ne tiendra pas, il ne gardera pas sa structure. Le sable va, hop, s'écouler. Par contre, si vous mettez de l'eau dans le sable et que vous voulez faire un château, bah là, il va tenir tant et aussi longtemps qu'il y a de l'eau. Eh bien, ça, c'est l'eau morphogénique. Et c'est ce qui permet, par exemple, à la structure de notre hélice d'ADN de rester en 3D. C'est ce qui permet à une méduse de rester en 3D, parce qu'une méduse est faite à 99,8% d'eau. Esprit et matière. Si la conscience, on dirait l'esprit, agit sur l'énergie, la matière, et que la pensée agirait sur les processus de santé, comment vous pouvez nous expliquer votre passage de l'aromathérapie corpusculaire à l'aromathérapie informationnelle? Alors, le passage, il s'est fait via une petite expérience que j'ai eue en consultation, que je raconte justement dans le livre, où un jour, bah, j'ai une de mes clientes qui est venue pour une narcolepsie. Et au niveau aromathérapie corpusculaire, donc scientifique, je lui avais trouvé un remède idéal, mais un remède qu'elle ne pouvait pas garder sur du long terme parce qu'il était neurotoxique, néphrotoxique et hépatotoxique. Donc, ce remède, c'est une huile essentielle, c'est ça? C'était un mélange d'huile Un essentielle. mélange. C'était un mélange d'huile essentielle. Et, euh, et donc, elle ne pouvait pas garder sur du long terme, mais qui était très efficace. Et j'ai toujours voulu changer ce remède-là par des mélanges d'huile essentielle qui pouvaient rester sur du long terme, mais moins dangereux. Et ça ne marchait pas. Et un jour, en faisant un travail énergétique avec elle, j'ai eu un flash qui m'a montré une petite fiole de 1 millilitre dans laquelle je devais mettre une goutte de ce mélange d'huile essentielle pour lui dire de le porter sur elle. Et moi, je suis bête et discipliné. Quand on me dit de faire quelque chose, je le fais. Je l'ai fait. Et il s'est avéré qu'elle est venue me voir 15 jours après en me disant, Loïc, je pense que vous étiez fou. Mais il s'avère que je ne peux porter ma fiole que dans mon soutien-gorge et que ça me stimulait tellement que j'en avais des palpitations cardiaques. Donc, je l'ai mis dans une de mes autres poches et j'ai baissé mon niveau de médicament. Et c'est là que je me suis dit, il se passe quelque chose, puisque dans cette fiole, il n'y a rien qui rentre en contact avec ma consultante. Elle ne le sent pas, elle ne consomme pas. Il n'y a aucune molécule vraiment à proprement parler qui est en lien avec le corps, qui peut avoir une action, mais il y a une action. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe de l'intérieur de la fiole à l'extérieur pour aller informer son corps. Et c'est là que j'ai commencé à me pencher sur l'aspect ondulatoire et fréquentiel des plantes et des remèdes qui peuvent agir sans nécessairement avoir besoin d'interagir avec les molécules. Votre ouvrage est riche de toutes vos recherches dans les médecines traditionnelles. Et votre approche scientifique qui rapproche ces médecines traditionnelles euh, nous pousse à nous poser cette question. Finalement, le progrès de la médecine, c'est un progrès linéaire ou un progrès rétrocausal? Ce que l'on a comme progrès de la médecine actuellement ne fait que se baser sur des causes et des conséquences que l'on voit dans la matière. Sauf que si on a vraiment envie d'une nouvelle médecine et une vraie médecine progressiste, eh bien, c'est d'aller se plonger sur les savoirs qu'il y avait avant. Parce qu'on a, nous, complètement occulté en étant juste dans la matière. Nous avons complètement occulté l'aspect holistique du corps et tout ce qui engendre et qui participe à la santé. Aujourd'hui, bah, on a, alors je ne dis pas que c'est problématique, hein, parce qu'au contraire, si on a besoin d'un nouveau rein, on a la chance de pouvoir avoir un nouveau rein. Sauf que dans une vision holistique, eh bien, on va prendre en considération que le fait que ce rein-là a appartenu à quelqu'un d'autre, donc il a une information qui appartenait à quelqu'un d'autre, etc. Donc on va avoir une vision bien plus large. Donc c'est pas parce que nécessairement il y a un vilain virus, hein, je ne le nommerai pas. C'est pas nécessairement parce qu'il y a un nouveau vilain virus qu'il faut absolument trouver un nouveau remède à ça, alors que les approches ancestrales nous expliquent qu'il y a plein d'autres manières de voir le monde, de voir la maladie, de voir les pathogènes. Et il serait peut-être temps, je crois, de revenir aux savoirs fondamentaux, parce que comme je le dis dans Naturopathie quantique, je n'ai fait que poser des mots et de la science sur des choses qui existent finalement depuis des milliers d'années. La médecine traditionnelle chinoise a 4000 ans, le chamanisme est bien plus vieux que ça. Et eux, ils avaient déjà compris qu'il y avait quelque chose d'ondulatoire, quelque chose de lumineux qui était en dessous de la matière et que c'était avec ça qu'on devait travailler. Eh bien, bravo pour votre ouvrage, Loïc.
Et puis, merci à la naturopathie quantique que vous avez labellisée. Merci à cette naturopathie de faire le pont entre les traditions médicales et les recherches scientifiques les plus poussées. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir permis d'en parler. À très bientôt.